La parité, c'est aussi peut-être en amont le choix et la disponibilité des ressources humaines sans lesquelles aucun progrès n'est possible. Nous abordons aujourd'hui un sujet dont on fait parfois fi. Les ressources humaines, précisément le leadership de la femme dans ce domaine. L'invité est choisi à dessein. Elle est gestionnaire des ressources humaines, cofondatrice de l'association congolaise des professionnels des ressources humaines. Elle est également consultante dans ce domaine. Et enfin, elle est promotrice de Manitech, une start-up qui s'occupe de la transformation agroalimentaire. Il s'agit de Madame Sylvie Maloukissa. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Alors, autant de casquettes. Comment vous faites pour rester mère, épouse, avec beaucoup de casquettes professionnellement? Je donnerai la réponse classique de tout le monde. C'est question d'organisation, question de passion. Quand on aime ce qu'on fait, et que ce soit la famille ou mes différents boulots, j'aime tout ça et donc voilà, je Alors, on va m'organise. commencer par ce qui vous est le plus attaché, apparemment. Vous allez me contredire si je dis faux. La question des ressources humaines, comment vous y retrouvez en tant que gestionnaire? Ah, les L'histoire ressources commence par où humaines. avec ce domaine? Les ressources humaines sont attachées plutôt à une autre passion. La première passion, c'est Manitech, que j'ai rêvé très jeune, adolescente. Et donc, j'ai voulu créer en RDC une industrie de transformation dont le promoteur serait moi et tous les intrants seraient purement congolais. C'était un pari, je me suis dit on peut y arriver, ça peut se faire. Et donc je suis allée à l'école pour ça, je me suis orientée à l'université pour faire ça, j'ai fait biologie moléculaire, j'ai une licence en biologie moléculaire d'ailleurs. Et puis après, il fallait maintenant financer. C'est là que ça a été un peu compliqué, il y en a même qui se sont moqués de moi. Et je me suis dit je vais trouver du travail, utiliser mon salaire pour financer. Et c'est là que je commence dans une société qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui la sous-traitance ou la mise à disposition du personnel. J'ai commencé là et c'est là que j'ai découvert les ressources humaines et qu'est née maintenant la deuxième passion. Elle n'a pas tué la première parce que la première, c'est pour elle la plus grande motivation. Et donc, j'ai fait mon chemin dans ce que j'aime, dans les ressources humaines. Et donc voilà. Et entre-temps, je suis arrivée à avoir effectivement Manitech qui est né avec mon salaire et tout ça. Je me suis battue. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai les deux. Alors, avant de parler des ressources humaines, on va aborder cette question de Manitech. Aujourd'hui, vous transformez quand même quelque chose de l'agroalimentaire pour fournir. Ça veut dire que vous avez une petite entreprise que vous gérez, n'est-ce pas? Oui. Comment oui, ça se passe? Alors, nous avons créé Manitech en 2012. Voilà, c'était en 2012, nous avons créé. Et nous transformons aujourd'hui, nous avons 3 produits phares. Nous avons des confitures, des sauces piments et des pâtes d'arachide. Oui, je veux. Et pour chacun de ces produits, nous avons des sous-produits. Nous avons les confitures de papaye avec mélange avec des gingembre. Ça, c'est délicieux. Au fait, j'ai fait tomber une cuillère de gingembre par mégarde dans ma confiture. Et quand j'ai goûté, je ne voulais pas jeter. On s'est rendu compte que c'était très bon. Il fallait faire ce mélange. Oui, et donc c'est resté. C'est devenu un de nos produits. Et nous avons de la confiture d'ananas. Ensuite, nous avons des pâtes d'arachide classiques. Nous avons des pâtes d'arachide enrichies pour les mal nourris. Nous avons des pâtes d'arachide pour les enfants. Et puis, évidemment, nous avons la sauce piment dont la recette est classique. Comment ça, classique? Classique, c'est la recette standard que vous trouvez dans la plupart des ménages congolais. Tout Congolais qui mange du piment quelque part se retrouve dans ce goût-là que nous avons voulu vraiment garder. Oui, nous l'avons voulu pur et typique au Congo. Donc, alors, voilà. La question de transformation agroalimentaire, c'est quand même une question très complexe ici en RDC. Les matériels posent problème.
Comment vous êtes en sorti pour pouvoir en arriver là? Alors, j'ai la chance et la grâce, la bénédiction d'avoir étudié à la faculté de sciences de l'université de Kinshasa. Tout le monde sait que les conditions sont un peu difficiles. Et en m'inspirant des premiers scientifiques qui étaient beaucoup plus imaginatifs sur comment arriver au résultat sans matériel. C'est comme ça que, par manque de matériel et connaissant les principes de la physique, de la biologie, de la chimie, j'arrive à faire mes produits. Par exemple, avec des moyens des bords. Exactement. Par exemple, nous n'avons pas d'autoclave, mais nous pouvons en créer un avec une grosse casserole, de l'eau à moitié, et puis lorsque nous fermons le couvercle, nous créons la pression en mettant une autre casserole d'eau juste au-dessus, de manière à ce que la vapeur ne s'échappe pas. Pour créer par exemple un milieu aseptique, nous avons utilisé le principe d'une hotte. Les scientifiques sauront c'est quoi une hotte. C'est-à-dire que nous mettons des foyers de feu tout autour de notre table de travail, de manière à ce que là où nous sommes en train de travailler, il n'y a pas les microbes. Les microbes sont plus limités. Ils ne peuvent pas vivre dans un milieu où il y a une haute chaleur. Mais si aujourd'hui vous avez quand même une grande commande, ça veut dire que vous serez limité en termes de production parce que vous travaillez avec les moyens des bords. Est-ce que vous en êtes déjà là? Oui, malheureusement. Aujourd'hui, nous sommes incapables d'aller au-delà de certaines commandes parce que le matériel ne permet pas. C'est vrai qu'on peut jouer au kamikaze comme ça à un certain niveau, mais il y a des limites. Par exemple, nous avons aujourd'hui plus de 30 points de vente à travers la ville. Oui. Okay. C'est quand même beaucoup déjà. Oui, et maintenant ça commence à nous asphyxier. Ça devient un peu lourd à honorer, surtout que à part Manitech, j'ai d'autres obligations comme vous l'avez dit. Ça devient un peu lourd parce que le matériel n'est pas adapté. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le plus grand facteur limitant dans ce business, c'est l'emballage. Aussi. C'est l'emballage qui est notre plus grande crainte et notre plus grand... Ce qui fait que l'industrie congolaise n'évolue pas. Ça n'évolue pas. On a beaucoup de femmes qui savent faire des mélanges, produire... Voilà. Il y a beaucoup de femmes. Mais elles sont limitées. Voilà, j'en ai rencontré beaucoup qui savent faire ce que je fais, qui font même peut-être mieux. Mais le problème que nous avons toutes, c'est la question de l'emballage. Nous sommes obligés d'acheter l'emballage très loin et ça coûte très cher. Et du coup, notre confiture n'est pas compétitive par rapport aux confitures qui viennent de l'extérieur. Et ça rend encore le business difficile. Mais bon, on a de l'imagination. Je ne vais pas... C'est une passion de vie. Pour moi, c'est arrêter de faire ça, c'est renoncer à ce pourquoi j'existe aujourd'hui. Mais quelle est la réaction que vous avez de ceux-là qui consomment les produits faits par des Congolais, des produits du Congo? Alors, là, vraiment, je dirais, les réactions sont partagées. J'ai de la joie et de la tristesse. J'ai de la joie parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous encouragent. Dans une salle où j'ai cité mon produit, j'ai vu des mains qui se sont levées pour dire qu'ils ont déjà consommé. Ça m'a fait grand plaisir. La tristesse, c'est parce que beaucoup de gens ne croient pas aux produits congolais. Beaucoup de gens pensent que c'est malsain, que c'est pas propre, que ce n'est pas propre à la consommation. Et pourtant, moi, je suis une scientifique. Au-delà de la cuisine que je fais, il y a des principes scientifiques qui sont respectés parce que j'ai étudié pour ça. Donc, mon focus était sur ça. Ensuite, nous avons eu un suivi au laboratoire parce que j'ai gardé le contact à la faculté de sciences, au département de biotechnologie. Et donc, nous faisons quand même suivre aussi nos produits là-bas. Alors, c'est pour ça que je dis c'est un peu de la tristesse qu'on ne croit pas vraiment en nous et pourtant, nous faisons tellement d'efforts. Vous faites tellement d'efforts. J'allais aussi poser la question sur la conservation avec les problèmes d'électricité qu'on a. Vous avez posé des problèmes assez scientifiques, techniques. Comment vous faites pour vous en sortir en termes de conservation? Encore une fois, ce sont les principes scientifiques. L'une des promesses que nous faisons à nos consommateurs, c'est que nous n'utilisons pas de conservateurs chimiques. Les principes scientifiques, par exemple pour la confiture, c'est que le sucre et la chaleur conservent.
Une fois notre confiture cuite, mise en boîte à très haute température et hermétiquement fermée, elle peut être conservée à température ambiante pendant 2 ans. 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Maintenant, lorsque vous ouvrez le pot, vous avez donc fait entrer de l'air, vous avez fait entrer des agents contaminants. Là, vous devez respecter les principes de le froid, ça doit rester dans le frigo, ne pas mettre une cuillère sale dedans. Et là, pendant combien de temps on peut garder? 2 semaines à 3 semaines, c'est bon. Ok. Ouais, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Jusqu'à 3 semaines. Ouais. Mais De tout ça même aussi, que- les gens qui consomment par moment ne maîtrisent pas ces petites notions et après Oui. ils vont venir réclamer Oui. pour dire que ça n'a pas été bon dans la préparation peut-être. Exactement, mais c'est les mêmes principes que toutes les confitures au monde. Donc, quiconque qui consomme de la confiture sait comment faire pour qu'elle ne puisse pas pourrir. Le plus compliqué, c'est d'arriver à avoir une confiture qui se conserve 200. Qui se conserve 2 ans. Et c'est pour ça que nous avons toutes ces mesures. Nous avons créé notre autoclave à nous, nous avons créé notre foyer de chaleur. Vous avez contourné toutes ces difficultés Voilà. que vous aviez. Oui, et aujourd'hui, le produit que les gens voient, ils voient juste, voilà, il y a un Manitech, voilà, c'est dans un rayon. Mais c'est 5 ans d'université à tester, à essayer. Ensuite, c'est 1 an en cuisine, à essayer la bonne recette. Et puis ensuite, c'est rentrer au laboratoire où on a fait encore un suivi. Et voilà, et maintenant, on a un produit dont, je peux dire, les gens peuvent croire. Peuvent consommer Oui, également. peuvent consommer. Est-ce que vous ne rêvez pas grand? Je rêve énorme. Grand, c'est petit encore. Je rêve illimité. Comment y arriver? Nous avons besoin, c'est vrai, d'un coup de pouce. Oui, parce qu'on a longtemps parlé de la campagne de la consommation congolaise. Consommons nos produits, encourageons les entrepreneurs congolais à pouvoir aller de l'avant. Oui, exactement. Nous pouvons faire notre part. Notre part, c'est de connaître le produit que nous faisons, de le faire avec amour, de le faire de telle manière que le Congolais qui le consomme soit en bonne santé. Ça, c'est notre part. De l'autre côté, nous avons beaucoup à attendre du gouvernement et du système. La facilité, par exemple, d'importer le matériel parce que le matériel n'est pas produit ici. La facilité, par exemple, d'obtenir et de trouver des emballages, ce qui est très difficile. Ensuite, nous avons la concurrence étrangère. Je sais que normalement, dans d'autres pays, lorsque un produit est produit localement, son importation devient un peu plus chère pour favoriser sa consommation à l'intérieur. Nous avons besoin, c'est vrai, qu'on puisse avoir un peu plus d'argent pour produire un peu plus. Mais bon, là encore, ça devient une autre histoire. Il faut bien qu'il y ait une banque ou qu'il y ait une institution. Mais de plus en plus, il y a quand même des banques qui octroient des crédits. En plus, vous êtes femme. Disons que je ne suis peut-être pas encore dans le bon réseau et j'espère que bientôt, je vais frapper à la bonne porte, qui va pouvoir m'aider à passer le cap. Parce que c'est vrai, là où on est un peu limité par rapport à ce que nous avons. Nous avons acheté le matériel de nous-mêmes en utilisant mon salaire essentiellement. Et voilà, nous avons pu mettre en place quand même quelque chose. Nous allons continuer parce que je suis convaincue que les grandes entreprises ont commencé petites. Et donc, nous n'allons pas nous arrêter. La passion y est, l'aventure y est, et donc voilà. Et que dire de ces femmes qui peut-être ont des idées mais ne savent pas par où commencer? Vous avez osé, n'est-ce pas? Oui. Pour les autres femmes, je vais emprunter les mots d'une des grandes amies, une collègue HR, qui a dit « Osez ». Allez-y, sortez de votre zone de confort. De toutes les façons, on n'a rien à perdre d'avoir essayé. Mais on a tout à perdre de ne pas savoir si en osant, on aurait pu y arriver. Donc, allez-y, foncez, et puis voilà. Elles vont vous dire qu'elles rencontrent les mêmes difficultés, mais vous avez quand même pu les transcender, les difficultés des moyens. Quand elles ont des moyens, elles commencent à produire l'emballage. Après, ce sont les crédits pour devenir grands. Et finalement, 2 ans, 3 ans, elles rôdent autour du même pot, autour du même cercle. Alors qu'il y a quand même des gens qui évoluent puisqu'ils ont commencé petits. Oui, je ne suis pas extra. Je suis même quelqu'un qui parfois, j'ai besoin que quelqu'un me rappelle que je suis forte
parfois je me sens toute petite dans ce monde. Mais je suis foncièrement positive et je le dis encore, oser. De toutes les façons, on n'a rien à perdre d'avoir essayé. L'audace qui ose. Voilà, il faut avoir juste de l'audace. Et puis, c'est tellement amusant d'essayer et puis de voir jusqu'où on peut aller. C'est que ça donne. Voilà. Alors, vous avez une autre casquette de vous. On va y aller step by step, comme les anglophones le disent. Vous êtes cofondatrice de l'ACPRH, l'Association congolaise des professionnels des ressources humaines. Parlez-nous un peu de cette association. Alors, nous avons créé l'association en 2013 avec des collègues HR. L'idée au départ, c'était de réunir sous une casquette, sous une même ombrelle, des professionnels des ressources humaines et partager nos expériences, mais surtout pour s'entraider parce que nous rencontrons énormément de problèmes et parfois nous n'avons personne à qui se confier. Et donc, petit à petit, nous avons commencé à intéresser d'autres collègues des ressources humaines en leur expliquant les principes. Et au bout d'un certain temps, nous avons pu réunir, je peux dire aujourd'hui, nous approchons 300 membres dans cette association. 300 membres HR. Comme vous voulez, vous aimez bien qu'on vous appelle. Les HR. Et le but premier qui était juste l'entraide s'est transformé avec le temps. Au fur et à mesure que les gens venaient, le but a commencé à changer. Parce que nous nous sommes rendus compte, et c'est le cas dans le monde entier, le HR est resté longtemps une fonction très en bas. Évidemment, c'est une fonction qui a son histoire et son évolution. Mais jusqu'encore dans les années 2000, au début de ce millénaire, eh ben, le HR, c'était la fonction support d'à côté. Et puis, petit à petit, on a commencé à entendre avec la transformation des ressources humaines les termes de HR stratégie. Il faut que le HR soit au cœur de la stratégie de l'entreprise pour pouvoir aider l'entreprise à se développer dès le début. Et c'est là maintenant que le HR a commencé à se transformer. Et donc, on nous a donné le message de tous les HR, faites un effort pour avoir votre place sur la table. Alors, vous vous êtes imposé aujourd'hui, finalement, vous êtes incontournable. C'est la pièce tournante. Pas encore. Dans le monde entier, le HR est encore en train de se battre. Et pour la RDC, le mouvement était encore un peu lourd, un peu lent. Timide. Et c'est pour ça que nous avons mis à l'ACPRH comme but de valoriser le métier. Commençons par là. Valorisons le métier. Donnons-lui l'importance qu'il a. Et pour ce faire, nous avons décidé que nous allons aller sur l'axe de la formation et de l'information. Un HR informé et formé est capable d'ajouter de la valeur dans son organisation. Et c'est comme ça que nous avons commencé à réfléchir à tous les axes possibles pour former les membres. C'est comme ça que le groupe, ayant maintenant cette nouvelle approche, s'est vu grandir parce que le besoin de formation et d'information, effectivement, est plutôt important dans le pays. Alors, parmi les activités que vous avez eu à mener, on va commencer par la plus récente. C'est celle organisée pendant le mois de mars autour du thème « Ma carrière, mon combat, ma réussite ». Vous avez eu à voir beaucoup de femmes qui sont dans le top management des entreprises. Et c'était quand même une belle étape où les femmes ont pu échanger par rapport à leurs expériences. On va prendre juste une partie de cette étape où les femmes ont parlé de leur carrière, leur parcours pour pouvoir encourager celles qui étaient dans la salle. J'ai rencontré par hasard, lors d'un cocktail, un directeur de la Citibank qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, je viens à peine de terminer un survey, une étude de marché sur le domaine. Il m'a dit, nous sommes intéressés, nous aimerions bien faire une étude sur, parce que dans la Citibank c'était corporate plutôt, mais sur ce qui est PME, petite entreprise. J'ai dit, il n'y a pas de souci, donc je me suis lancée là-dedans et j'ai fait mon rapport, un bon gros dossier, et ils m'ont offert un job. Mais je ne me voyais vraiment pas faire la carrière bancaire puisque j'avais fait des études de sociologie. Et j'ai dit pourquoi pas, et puis je me suis lancée. Donc j'ai fait toute ma carrière, 26 ans dans le système bancaire en passant par la City. Mais il y a quelque chose d'important que je devrais dire, c'est
C'est vrai qu'il est difficile pour une femme d'évoluer dans le système d'hommes. C'est vrai, moi quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pratiquement que les hommes, je crois qu'on n'était que deux dames, jeunes cadres si on peut dire, à évoluer. L'une est partie, j'étais restée seule. Et souvent dans les réunions, on vous charrie un peu, l'air de poser des questions pour savoir si vous êtes en mesure de pouvoir répondre. Et donc les premières réunions, c'est ça, je me suis dit, mais je vais quand même leur montrer de quoi une femme est capable. Mais entre-temps, j'avais appris qu'en fait, on évolue lorsque l'on prépare ceux qui travaillent avec vous à prendre votre poste. Si je ne l'avais pas fait, on n'aurait pas proposé ce poste-là. Parce qu'ils avaient besoin de moi au niveau du commercial. Et donc, je pense qu'il faut, peut-être, puisque nous sommes dans l'Assemblée avec les ressources humaines, c'est d'inciter les personnes qui ont des postes de responsables de coacher et de former ceux qui sont en dessous, pour leur donner la possibilité de gravir les échelons et faire autre chose. Nous, en tant que mères, nous devons travailler sur nos filles dès maintenant, dès le bas âge. Autant on prend l'énergie, ma fille doit apprendre à cuisiner, seule être, autant vous devez l'apprendre à se battre dans la vie. Parce que même les hommes se battent. Pour avoir la place, avoir une place dans nos sociétés, il faut se battre. Je pense qu'il n'y a pas de miracle, donc il y a le combat de tous les jours et il y a le travail. Donc, je finis mes études, je reviens ici à Kinshasa. Tout le monde me dit, il y a eu des pillages l'année passée, 95. Pourquoi tu rentres au Congo? Va aux États-Unis, va. Je dis non, j'ai étudié, je vais revenir, je veux contribuer dans mon pays. Ce n'est qu'au Congo qu'il y a mille et une choses à faire que je pense pouvoir donner un peu de moi-même pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trimé, hein. Au départ c'était dur parce que bon, aujourd'hui il y a un certain confort, mais c'était pas facile. Donc je me suis battue 8 mois sans travail et puis j'ai eu un travail au PNUD où j'étais assistante technique dans un projet de biodiversité. J'étais assistante, j'avais un grand diplôme, mais je me suis dit il faut commencer quelque part. Donc faire de la fine bouche là, ça ne fait pas avancer. Comme a expliqué Madame Tsinga, il faut se dire, je peux commencer quelque part, mais j'ai une vision, je vais où? Dans 5 ans, dans 10 ans, je sais ce que je vais devenir, je sais où je veux aller. Alors, on comprend qu'il n'est toujours pas aisé d'atteindre ce niveau-là de top management au sein des entreprises, en étant femme en plus. Hein. Comment vous avez fait pour contourner certaines difficultés en tant que femme? Alors, cette question, elle est même la question qu'on s'est posée et c'est la question qui a initié au fait ce projet pour cette journée. Comment une femme peut arriver à ce niveau de top management? Aujourd'hui, nous avons la parité 50-50 qui est un défi. Je lance un appel au même moment à toutes les femmes. C'est un défi à prendre personnellement. Il faut en faire une affaire personnelle. Nous devons arriver à cette parité 50-50. D'ici à 2030. D'ici 2030. Et alors, comment faire pour que dans les entreprises, on n'ait plus les statistiques qui vous disent 10% des femmes parmi les directeurs, 20% des femmes parmi les directeurs. Les 20% des femmes, elles ont fait comment? Elles ne sont pas plus femmes que les autres. Et je pense que... Mais il y a aussi la responsabilité de vous, HR. Exactement. Parce que ce métier de plus en plus est féministe. Je ne sais pas pourquoi, vous allez nous donner l'explication. Il y a un peu plus des femmes dans les ressources humaines que les hommes. Vous êtes plus sensible, oui, c'est ça? Exactement. Non, je n'aime même pas la féminisation du métier. Pour moi, c'est le signe que c'était un métier négligé. On a envoyé les femmes là-bas parce qu'on ne prenait pas au sérieux. Je veux la féminisation du département des finances pour croire... On sait que, pour croire que les femmes sont valorisées. Mais finalement, cette féminisation n'est pas dans un mauvais sens parce que l'on estime aussi que la femme a cette dose de sensibilité qui lui permet de bien percer les problèmes au sein de l'entreprise liés aux ressources humaines. Non. Ça n'a rien à voir avec? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les femmes ne sont pas plus sensibles que les hommes. Elles ne sont pas plus maternelles que les hommes. Parfois, les femmes sont même sont plus dures que les hommes. Oui, ça n'a rien à voir. C'est juste que le métier s'est féminisé comme le métier d'infirmière, de femme sage, de secrétaire, où on a envoyé les femmes. Et je pense que ce n'est pas flatteur. Par contre, notre rôle en tant que gestionnaire des ressources humaines, c'est de construire
les carrières et de bâtir les compétences. Et c'est dans cette optique que nous avons organisé cette journée. Nous avons voulu savoir quelles sont les compétences que les femmes qui ont réussi à arriver à des positions de top management ont développées, de manière à ce que tout gestionnaire des ressources humaines, homme ou femme, puisse encourager les femmes de son entreprise et de son organisation et les bâtir avec celles-là. Nous avons eu la chance d'accueillir des femmes de grande valeur qui nous ont parlé des grands axes dans lesquels elles ont travaillé. Un, focus sur le travail. Être sûr qu'on peut y arriver, on est pareil. Est-ce que c'est comme ça que nous voyons les choses, nous, femmes d'aujourd'hui? Je veux que toutes les femmes voient de la même manière. Nous pouvons le faire. Nous avons juste des particularités liées à notre condition de femme. C'est pour ça qu'une femme développe des compétences qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec les compétences de l'homme. Gestionnaire des ressources humaines, nous sommes ceux qui créent le milieu du travail. Que ce soit le milieu dans lequel on s'assoit ou les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et donc, c'est notre rôle aussi en tant que gestionnaire des ressources humaines de créer un milieu dans lequel une femme peut évoluer. Et exactement, on peut le faire en épinglant les problèmes ou les freins qui peuvent s'ériger. Mais c'est compliqué. On dit que la femme est l'ennemi de la femme. Ça, ce sont les opinions des uns et des autres sur cette question en étant en occupant cette place qui est assez stratégique dans l'entreprise où il y a les recrutements, il y a l'accompagnement, il y a une grande responsabilité autour de la promotion aussi. Est-ce que vous pensez que la femme va facilement promouvoir une autre femme dans l'entreprise s'il y a des compétences, bien sûr? Bien sûr, je le pense. Parce que, à mon avis, c'est que le métier des ressources humaines, ce n'est pas un métier de gentillesse, c'est un métier de justice. Nous devons être justes envers nos candidats. C'est vrai que lorsque nous avons 100 candidats qui se présentent pour une position managériale, malheureusement, nous recevons 20 femmes. C'est vrai que quelque part, mettre les hommes et les femmes dans la même course, c'est comme demander à Serena Williams de jouer contre Federer. C'est pas le même jeu. C'est pas la même course. C'est pour ça que nous avons cette... Mais quoi, vous réclamez la parité, puis vous voulez qu'on puisse créer un autre confort pour vous, femmes? Au fait, la parité, pour moi, à mon humble avis, la parité, c'est une mesure qu'on a mis, mais donc, on mesure quelque chose sans tenir compte de la spécificité de la population. Je donne encore l'exemple de Serena Williams. Serena Williams, elle est la meilleure au tennis, de même que Federer, mais on les met pas sur la même compétition parce qu'ils n'ont pas les mêmes facteurs pour les mesurer. C'est pour ça qu'on mesure les femmes parmi les femmes, les hommes avec les hommes. Et c'est pour ça qu'il y a cette comment dire, complémentarité. Oui, non, au fait, je sais que je voulais dire, c'est qu'il y a cette façon de dire, ok, lorsque nous avons les meilleures femmes à tel pourcentage, nous allons favoriser les femmes. Vous voyez? Et c'est une chose qui est bien dans le sens que... Mais ça, dans le monde professionnel, c'est pas très possible de mesurer les femmes entre elles et les hommes entre eux parce qu'on est en train de compétir, par exemple, autour d'une même position. Oui. Si, parce que pour le même poste de directeur financier, par exemple, les femmes ont des enfants. Les femmes ont des grossesses. Raison de plus de ne pas l'engager. Non. Moi, je pense que raison de plus pour l'accompagner. Par contre, parce que nous sommes ceux qui... Je vais aller dans mon modèle à moi, mon modèle de fonctionnement, la femme qui m'inspire, celle sur qui j'ai copié, moi, les compétences sur lesquelles j'ai bâti, moi, ma vie et ma carrière. C'est mon arrière-arrière-grand-mère. OK? Mon arrière-arrière-grand-mère considérait cette femme comme étant une image. Je ne parle pas d'une en particulier. C'est l'arrière-arrière-grand-mère. C'est cette femme qui a vécu il y a 100 ans. Il y a 100 ans dans son village. Cette femme se levait très tôt le matin. Elle partait au champ, elle partait au marigot, puiser de l'eau, des tonnes d'eau qu'elle ramenait pour faire la cuisine. Elle pilait le riz, elle faisait la chikwang, je ne sais pas moi, elle faisait le manioc.
Elle lavait les enfants, elle apprêtait tout le monde, elle nourrissait toute une population. Cette femme a travaillé tout en mettant au monde. Elle avait un bébé dans le ventre, elle en avait un autre sur le dos. Elle en avait toujours un dans les bras. Elle a eu 15 enfants, 16 enfants, 18 enfants, mais elle ne s'est jamais arrêtée de travailler. Vous direz que c'est l'esclavagisme? Non. Mais là, elle n'avait pas la pression de son chef. Non. Aujourd'hui, elle avait la pression du clan. C'était encore pire. C'était une époque où une femme qui ne peut pas le faire, elle peut se faire tuer. Elle peut se faire écrouer. C'était pire. Et cette femme n'avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Pour elle, la situation était pire. Alors, elle est mon modèle. Pourquoi? Si elle pouvait aller au champ avec son bébé sur le dos et un autre dans le ventre, a fortiori, moi qui ne fais pas un travail physique, parce qu'une grossesse, physiquement, ça demande beaucoup physiquement. Moi, je peux être assise dans mon bureau avec mon laptop. Je vous promets que ma vie est encore mieux que la vie de cette femme. Encore faudrait-il que vous puissiez comprendre que la grossesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est qu'une étape qui va passer. C'est un état physiologique. État physiologique, bien sûr, pour donner naissance, mais il y a quand même certaines malaises qui viennent avec. Est-ce que vous pensez que les femmes qui sont dans les entreprises ne profitent pas aussi de cette occasion pour se faire chuchoter un peu? Je disais à mes collaboratrices à l'époque, quand j'étais directrice des ressources humaines à DHL, c'est là que j'ai eu ma deuxième fille. J'ai eu une grossesse très difficile. Tous les mots que vous connaissez de la grossesse, tous ceux qui sont répertoriés, je crois que je les ai eus avec cette grossesse. Mais c'était le moment où j'avais aussi le plus de travail. Et je disais à mes collaboratrices... Est-ce que vous étiez performante? J'étais performante. Comment vous avez fait? J'étais performante parce que j'ai développé les compétences liées à mon état. Travailler plus vite, trouver toujours le raccourci, raccourcir les réunions, aller tout droit à l'essentiel, être plus organisé. Bien sûr, on nous dit qu'il faut prendre du repos, mais lorsque je ne travaille pas, je prends vraiment du repos. Et je ne mélange pas les heures de travail avec les heures de repos. Et ainsi de suite. C'est vrai que ça demande une gestion du temps très, très pointue. Et ça, c'est une compétence que les femmes seules ont. Comment gérer le travail et la maison au même moment? Quelqu'un a dit aucun homme n'est capable de le faire. Oui, ils pourraient le faire s'ils avaient appris depuis qu'ils étaient très petits, parce que nous apprenons ça de nos mamans. C'est-à-dire que c'est une compétence que nous avons. Et l'idée ici, c'est de développer précisément toutes ces compétences qui font qu'une femme, mère, femme au foyer et tout ce que vous voulez, puisse les utiliser positivement pour construire sa carrière et être productif dans son organisation. Ça veut dire engager les femmes est un atout pour les sociétés aujourd'hui et non, comme on les pense, une perte ou un manque à gagner? Je ne dirais pas que c'est un atout, mais je dirais plutôt, ce n'est pas un atout, mais ça peut être un manque à gagner. Parce que pour une certaine compétence ou pour une certaine expertise, une femme peut être meilleure qu'un homme et on va refuser de la recruter simplement parce que son petit dernier a 1 an. Oui. Je vous promets, ça m'est arrivé dans une interview où tout le management était excité et tout ça. Et quand j'ai dit que ma fille j'ai eu une enfant de 9 mois, j'ai vu tout leur visage se rabattre. J'ai compris que j'avais raté le poste et effectivement, je n'ai pas eu le poste. Et mais pourtant, comment contourner toutes ces difficultés tout en étant femme, mère, épouse et rester performante dans les entreprises, donner le meilleur de soi-même et n'est pas aussi mettre sa vie de famille en danger au même moment? Il y a des moments où les différentes vies qu'on a peuvent se mettre ensemble. Il y a des moments où chacune des vies doit rester dans son coin pour ne pas empiéter sur l'autre. Tout est question d'équilibre et de balance. Lorsque nous sommes en train de faire un travail qui demande de la concentration, les enfants et le mari doivent être loin et ils comprendront ça. Mais lorsqu'on est en train de faire juste un petit planning de la semaine, les enfants peuvent jouer là. Peut-être même qu'ils vont vous inspirer. À un moment donné, les enfants peuvent venir rendre visite au bureau. Comme ça, ils comprendront pourquoi maman est là-bas. Et ça évite les frustrations, de même que le mari. Et c'est ainsi qu'en équilibrant ces mondes, et ça encore, c'est une des compétences
que les femmes devraient développer. Et nous, en tant que professionnels des ressources humaines et femmes en plus, nous devons aider nos femmes dans les entreprises à développer ce genre de compétences. D'ailleurs, par rapport à cette activité que nous avons eue le samedi, c'était juste le primer. Le primer et tout, c'est le premier, mais il y aura plusieurs activités de ce genre, peut-être 2 ou 3 à l'année, qui vont permettre au HR de s'armer effectivement pour aider la population féminine. L'on comprend justement que vous avez une grande responsabilité dans les entreprises, surtout en ce qui concerne la promotion de la femme, mais il faudrait que les unes et les autres soient conscientisées par rapport à ce rôle-là que vous jouez au sein des sociétés. On va prendre cette partie où les femmes, après avoir parlé de leur parcours, elles ont parlé de leur combat et finalement elles ont parlé de leur réussite avec des stratégies qui permettent à chacune de nous de pouvoir atteindre les objectifs en dépit des difficultés, en dépit de ce que nous rencontrons comme embûches sur nos parcours. C'était donc la partie où on a partagé des petits secrets pour réussir. Il faut toujours avoir une détermination. Une détermination. Qu'est-ce que tu veux? Je dois étudier, je dois avoir mon diplôme. J'ai fait la biologie. Parfois, je pose une question, toute la classe écrit. Coupe, couture, humanité biblique. Et effectivement, quand je regarde à la fin de la journée, je n'ai rien compris. J'ai commencé ma thèse et le matin, le soir, je faisais des pâtes. Pendant ce temps-là, je fais mes recherches. Un jour, maintenant, au niveau du ménage, encore une guerre. Un jour, le monsieur rentre vers 2h, 3h. Et puis il m'a dit, tu fais quoi ici? Moi, je dis, je fais ma thèse. Il dit, quelle thèse? C'est la foutaise. Alors, tout ça, ça me faisait... J'ai dit, je dois y arriver. Et un jour, d'ailleurs, quand on m'a donné le prix d'inventaire, c'était sur cette même thèse qu'une femme doit travailler 4 fois plus pour gagner une fois les galons des hommes. Et ce sera la fin de mon histoire. Reprenez les bracelets des mains des hommes. Travaillez 4 fois plus pour mériter ce que les hommes ont une fois. Mes 4 valeurs, c'est le leadership, c'est l'excellence, c'est la créativité et c'est l'intégrité. Vous allez me dire, mais ce ne sont pas des valeurs. Certes, les valeurs ne sont valeurs que lorsqu'elles sont démontrées dans les compétences. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes un leader si vous ne démontrez pas ces compétences. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes excellent si vous ne démontrez pas des compétences. Et à travailler, comme on nous a dit, vous êtes en face des hommes qui sont très hyperactifs par rapport à leur poste. Vous ne pouvez pas donner d'excuses, je suis fatigué, je dois partir plus tôt. Donc vous êtes obligé de rester là parce que vous êtes le leader, votre équipe vous regarde. Ce sont des hommes, ils attendent à ce que vous démontriez des failles de femmes. Mais vous ne vous donnez pas ce luxe-là, même si des fois vous pouviez le faire. La formation, le renforcement des capacités auprès des femmes, c'est ça finalement qui va nous permettre d'atteindre ce 50-50. Vous n'êtes pas sans savoir que pour le Canada, d'une part, depuis de nombreuses années, la promotion de la femme et de la fille est une priorité dans notre coopération internationale. Pour nous, on a reconnu à travers les nombreuses études qui ont été faites que sans la pleine participation de la femme à côté de l'homme, le développement durable ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. Finalement, les obstacles, on les rencontre beaucoup. Vous-même, vous avez même eu à expliquer comment vous avez tenu des réunions avec votre bébé pour pouvoir contourner cette difficulté. Et est-ce que c'est toujours aisé d'arriver à trouver la clé ou la solution à ce que nous rencontrons comme problème? Le plus difficile, ce n'est pas de le faire. Le plus difficile, c'est de faire accepter ce qu'on fait. Parce que pour moi, j'ai toujours dit, je peux le faire. Faut pas t'inquiéter. Faut pas vous inquiéter. J'ai mon bébé dans la pièce. J'ai mon bébé sur le dos, comme mon arrière-grand-mère, sur mon lieu de travail. Bon,
À la fin de la journée, vous avez besoin que je donne un résultat ou vous avez besoin que mon bébé parte. À la fin de la journée, j'ai fait le même travail, j'ai donné le même résultat. Donc, mon bébé peut être à côté de moi. Je suis pour l'allaitement exclusif. Donc, quand je pars en mission de service, Mais la c'est loi avec aussi mon a enfant. prévu des dispositions par rapport à tous ces problèmes que les femmes rencontrent. Oui, il y a une Il y a les heures il y a les d'allaitement, il y a les heures d'allaitement qui sont très 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 petites Il y a les d'ailleurs. congés des maternités. Oui, mais le congé de maternité, c'est là où nous nous battons. Moi, je suis contre le congé de maternité tel qu'il est défini dans Il est notre... trop long? Il est trop long. Non, il n'est pas trop long, il est mal défini, à mon C'est-à-dire, avis. Parce que la manière qu'il est défini à 6 semaines avant, 8 semaines après, fait que l'employeur ne calcule que les 14 semaines pendant lesquelles Madame sera absente du bureau et donc il perd de l'argent. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il préfère recruter un homme. non, mais 14 semaines, ça fait quand même 3 mois et Ça demi. fait 3 mois et demi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi, je n'ai pas fait... J'avais droit à mes 14 semaines. Mais le boulot n'attend pas. J'étais enceinte ou j'avais eu un enfant au moment où je devais calculer... Alors c'est quoi? les- Chacun redéfinit son congé de maternité selon les défis qu'il attend ou quoi? Voilà. Qu'il y ait une ouverture. Qu'il y ait une ouverture sur le congé de maternité. Il y a une autre formule qui marche pas mal d'ailleurs dans certains pays au monde, c'est que le couple prend le congé maternité à des périodes définies. C'est-à-dire que on se dit, Madame va prendre de septembre à octobre, mais parce qu'en novembre, elle a un conseil d'administration à tenir, Mhm. son mari peut prendre ce mois-là pour le congé maternité, de manière à ce que l'enfant puisse avoir toujours un des parents À la à la maison. maison. Mhm. Parce qu'il n'y a rien de plus cruel pour une femme que de laisser un Non, enfant mais de moins là, de c'est quand 6 même mois. équilibré parce que c'est Là, cette ça femme-là devient qui prend équilibré. cette grossesse pendant 9 mois et puis Oui. après, c'est elle qui doit encore garder l'enfant. Sauf qu'elle Et- allait. Elle allait encore et c'est l'homme qui va répondre à ses besoins sans contrainte. S'il faut Écoutez. partager à un certain moment ses responsabilités, ça équilibre. Ça équilibre. Moi, je suis pour l'allaitement exclusif. Toutes mes filles ont allaité, j'ai honte de le dire. Elles ont été pendant 26 mois chacune. 26 mois, ça fait 2 2 ans ans. et demi. C'est quand même beaucoup, non? Oui. Ça rend pas trop bébé Ce sont aussi? des femmes, non. Ça rend pas trop bébé. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. C'est la grande sœur d'une de mes collaboratrices qui est députée dans un pays étranger. Je ne citerai pas les noms parce que c'est un nom connu dans la politique. Cette femme qui est députée nationale dans un pays étranger, congolaise, m'a dit une fois, elle m'a dit comme ça, elle dit, Sylvie, mes filles sont des filles. J'allaite pendant 3 ans parce qu'elles doivent faire pareil. Mais je ne vois pas pourquoi mon enfant ne serait pas dans mon bureau. Par contre, je mets un coin pour mon bébé. Il y a sa babysitter qui est là pour la porter. Lorsque j'ai une réunion qui demande précisément de la concentration, elle a une babysitter qui s'en occupe. Mais au moins, mon enfant est nourri toute la journée parce qu'elle tète chaque heure et elle tête à la demande. Vous Et pensez j'ai un qu'on va enfant en bonne- transposer ça ici? J'espère. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la loi oblige un peu certaines entreprises d'installer une nurserie dans le bureau. Et je sais que c'est au Canada, par exemple, aux États-Unis, en France, mais c'est à un certain nombre d'enfants de moins de 2 ans. Ok. Mais bon, il y a moyen aussi qu'on s'organise. De toutes les façons, la CPRH est en train de réfléchir dans quelle mesure nous allons apporter une innovation pour nos sœurs et pour les employés dans les organisations. Oui, parce que quand on parle de cette parité, il y a beaucoup de choses qui vont Ça sera avec, ça sera qui un doivent plan à être prises en CPRH. compte par rapport à ça. La CPRH réfléchit sérieusement à ce que nous pouvons faire. Mhm. D'ici la fin de l'année, nous allons venir avec un plan, je suis sûre qu'il révolutionnera un peu le monde du travail. L'on espère bien qu'il y aura les résultats attendus. Alors, en parlant encore de ce domaine des ressources humaines, qui aujourd'hui aussi est quand même aussi très prisé par rapport à l'emploi, on voit des jeunes qui sortent de l'université. Vous allez faire quoi? Les ressources humaines. Mais quand on va à l'université au Congo, on ne nous offre pas tout de suite la possibilité de pouvoir nous former. Comment on fait? On vient à la CPRH? À vrai dire, beaucoup d'entre nous, moi j'ai une licence en biologie moléculaire. Beaucoup de HR aujourd'hui n'ont pas de diplôme dans les ressources humaines. Oui, elles Et ont c'est appris sur le dommage. tas. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'au début, nous faisons beaucoup d'erreurs.
Si nous étions venus avec des diplômes comme tels, ce serait un peu différent. Oui, effectivement, la CPRH, son rôle, c'est de compléter l'université. Nous avons le département RH, un département RH à l'UNIKIN. Il y a un département RH, si je ne me trompe pas, à l'IEC. Et il y a un cours des ressources humaines focalisé sur les ressources humaines à l'UPC. C'est-à-dire que certains de nos jeunes qui viennent ont déjà un background. Après, il leur appartient de s'intégrer dans le milieu professionnel et de se former. La CPRH aujourd'hui fait la promotion des écoles qui font des formations, oui. Nous avons... Oui, il y a quand même aussi quand même des formations. Oui. Nous avons l'École supérieure de management de Kinshasa, qui a un parcours des RH, qui est très intéressant, que j'encourage d'ailleurs tout passionné des ressources humaines de suivre. Nous avons le CPNS, qui organise des formations en ressources humaines, un parcours RH également, qui est beaucoup plus axé sur l'administration. Nous avons aussi des certifications que la CPRH a commencé, dont la première édition sera en mai, des certifications professionnelles, mais de très haut niveau, avec des conditions d'ailleurs d'adhésion un peu élevées. Pourquoi ? Parce que c'est très technique et lorsque vous êtes, par exemple... Ça, c'est pour ceux-là qui pratiquent déjà. Qui pratiquent déjà au moins 2 ans des ressources humaines comme généraliste. Au moins 2 ans des ressources humaines comme généraliste pour faire la certification Total Rewards, par exemple, qui est ce métier où la personne est capable de mettre en place la stratégie de rémunération d'une organisation. Et quels sont les vrais défis dans ce secteur, les défis à relever pour la République démocratique du Congo? C'est vrai, sous d'autres cieux, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Par rapport à la RDC, le contexte est différent. Quels sont les vrais défis selon vous? Les grands défis sont les plus basiques. En RDC, les grands défis que nous avons sont les plus basiques. Un système de formation. Un système de formation tout simplement. Ensuite, le HR, parce que ce n'est pas un métier qui est tourné vers lui-même, mais il est beaucoup plus tourné vers l'autre. Et souvent, nous sommes même les mal chaussés comme tous les bons cordonniers. Nous avons notre métier qui est tourné vers la formation et les autres. Et donc, ça devient difficile pour nous lorsque nous avons des employés qui viennent avec des manques de compétences. Encore, je reviens sur la même chose, compétences pour les HR, mais pour les employés. Et donc, ça, c'est un gros défi sur lequel nous essayons de pallier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a beaucoup plus d'employés moins consciencieux, ça part aussi de la sélection de vous RH. Ça vient de la sélection, mais lorsque vous devez sélectionner au milieu de ceux qui n'ont pas les armes qu'il faut, ça devient un peu compliqué. Vous prenez par défaut. Oui. Et ensuite, un autre défi que nous avons, c'est la technologie. La technologie est encore, à l'ère du numérique, la RDC est un pays qui est encore très mal servi. Ce qui fait que beaucoup de nos activités, de nos tâches dans les ressources humaines sont faites manuellement et donc sujets à des erreurs et on a cette mauvaise réputation d'être les mauvais HR dans le monde. Mais c'est parce que nous n'avons pas les armes qu'il faut. Et là, la CPRH est en train de réfléchir pour, par exemple, pour pallier par exemple au problème des compétences, que ce soit pour nous-mêmes dans l'association ou pour nos employés. Nous allons mettre en place des systèmes de conférences et de réunions avec les étudiants, mais avec les professeurs aussi. Tout à fait. Et la CPRH est déjà sur ça. Bientôt, il nous reste juste quelques formalités administratives à remplir et nous allons commencer à faire cette série. Ça sera à peu près chaque 3 mois où nous allons rencontrer des étudiants et des professeurs, de manière à ce que les professeurs puissent comprendre que lorsque les jeunes viennent dans les entreprises, qu'est-ce que nous recherchons. Et les jeunes, ils seront plus à même de dire, voilà, je veux aller à travailler dans cette société, voilà ce qu'ils demandent comme compétences de base. Surtout quand on sait que la théorie que nous apprenons, ce n'est pas forcément celle qui nous attend en termes de pratique au niveau professionnel. Exactement. Alors, on va finir. Vous allez conclure en 1 minute, vous résumez
vos attentes, surtout par rapport à l'avenir dans le secteur des ressources humaines. Vous l'avez déjà dit, peut-être que vous allez y revenir d'une autre manière. Et aussi, en tant que femme entrepreneur, vous êtes promotrice d'une société agroalimentaire. Certainement, vous avez des perspectives. Oui. Et par rapport à la femme congolaise aussi. Je partirai par rapport à la femme congolaise parce que mon combat aujourd'hui, si je peux appeler ça un combat, c'est un combat de rêve et de passion. Une femme qui a rêvé une entreprise, et il y en a tellement qui le font. Rêvez grand, n'hésitez pas, prenez des ailes, volez. Et puis après, si on se brûle, bah, au moins, on se serait amusé à le faire. Ensuite, ce rêve est soutenu par des activités, par des actions sur le terrain, par un travail. Et c'est là que viennent maintenant les compétences, le besoin de se développer, le besoin d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Développez-vous. Et ensuite vient le côté apprendre aux autres. Ça, c'est mon côté HR. Apprendre aux autres. Développer l'organisation dans laquelle je suis. Faire que les gens travaillent dans un climat de paix, dans un climat amical où il fait bon vivre. Et c'est seulement... Vous avez des petits noms hein, comme ça dans les entreprises. Ah voilà, la lionne arrive, la tout lionne, le monde. la sorcière, la méchante. La méchante, tout le monde disparaît dans les couloirs. Alors que ça serait contraire finalement. Non, vous devez finalement, être c'est trop contraire. proche des Il n'y a que les mauvais élèves qui n'aiment pas les profs. Il n'y a que les mauvais élèves qui n'aiment pas les professeurs. J'aimerais Ça, bien un on jour connaît. rencontrer quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui pourrait me donner votre témoignage. Ah oui, ils vont vous dire. Si vous rencontrez les bons élèves, ils vous diront. Les bons élèves diront que le professeur est merveilleux. Les mauvais élèves diront que c'est un monstre. Parce que notre métier, ce n'est pas être gentil avec les gens, c'est être juste. Juste. Voilà. La justice, par moments, elle dérange aussi. Alors, madame, messieurs, vous avez compris avec moi que les ressources humaines restent un domaine indispensable, d'abord pour les sociétés congolaises, mais aussi pour le pays. Quoi de plus normal que nous puissions encore mettre un accent sur la promotion de la femme au sein des sociétés, une promotion qui passe aussi par l'apport des HR, comme elles aiment bien qu'on les appelle, les HR femmes, qui aujourd'hui, vous avez écouté une d'elles, gestionnaire dans les ressources humaines, promotrice de la société Manitech, et finalement elle est consultante et cofondatrice de l'association congolaise des professionnels des ressources humaines. Madame, Monsieur, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des femmes qui de plus en plus se déplacent vers les invités pour les avoir dans leur milieu. Merci à vous.